remercie de votre présence. On est ravis de vous présenter les résultats de l'étude. Je vous disais donc qu'il s'agit d'un événement hybride, donc je remercie également ceux qui sont de l'autre côté de la caméra pour leur présence. L'ensemble de l'étude vous sera bien sûr diffusé. Donc vous aurez le document complet. Sémaphore est un cabinet conseil de ressources humaines. On va bien à la fois sur le développement du capital humain, le développement des compétences, mais également les transformations. Et donc on a l'usage chaque année de regarder les grandes tendances, et notamment celles des salaires. Au sein du groupe Alpha, puisque c'est le groupe auquel on appartient, nous avons donc un centre d'études et data qui traite avec une trentaine de personnes, donc c'est un gros centre d'études et de data, beaucoup de données économiques et sociales, de données de conjoncture, et c'est ce qu'on va vous présenter, le résultat de ce travail aujourd'hui. Moi, je suis Philippe Ancard, je suis associé au sein du DLM, je suis en charge des activités de transformation et d'investissement professionnel, et ce soir, je suis accompagné par Anis Lustig, qui va se présenter, et si vous êtes d'accord, on va démarrer la présentation de l'étude. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Je m'appelle Anis Lustig, je suis chargée d'études au Centre d'études et data du groupe Alpha. Personnellement, je suis spécialisée sur les questions de conjoncture économique, d'analyse sectorielle, analyse de données économiques, sociales, focus sur des éléments juridiques, etc. Pour donner un regard extérieur sur nos analyses qui sont souvent centrées sur l'entreprise. Donc, au Centre d'études et data, nous avons réalisé une étude portant sur 630 accords MAO signés entre septembre 2024 et décembre 2024. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vous exposer les principaux résultats de cette étude pour vous donner des points d'appui pour vos négociations, pour vous donner des bonnes pratiques, des statistiques sur les augmentations générales, individuelles, etc. Si vous avez des questions dans la salle ou parmi les personnes qui sont connectées en ligne, n'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Comme ça, on pourra y répondre directement. L'objectif, c'est que ça soit vraiment interactif et que ça soit un échange. Pas que ce soit quelque chose de descendant. On peut donc commencer cette présentation. Cette présentation, on va diviser en plusieurs parties. D'abord, on va revenir sur la synthèse de l'étude. On va vous donner vraiment le message clé de notre étude. Et ensuite, on va dérouler, on vous exposera notre méthodologie. On vous présentera l'échantillon, on donnera 2-3 petits mots du contexte économique dans lequel ces négociations salariales se sont inscrites. Ensuite, on aura un point sur les pratiques d'augmentation. Donc, est-ce que les entreprises seraient plutôt des augmentations générales ou plutôt des augmentations individuelles? Enfin, nous ferons une analyse des montants moyens accordés. Et pour conclure cette analyse, il y aura un focus sur les mesures périphériques. C'est tout ce qui est accessoire aux hausses de salaire pérennes. Donc, on trouve les prix partage à la valeur, les avantages A, les mesures sur la mobilité, le temps de travail, etc. Alors, comme je disais, on va commencer par la synthèse de l'étude directement. Et on va vous donner vraiment les points saliants qui nous ont paru être les points les plus importants à retenir dans notre étude. Donc, premier point, c'est que pour la première fois depuis 3 ans, les augmentations salariales négociées dans les entreprises pour l'année 2025 sont supérieures à l'inflation. C'est la première fois depuis 3 ans, donc c'est quand même un point très important. Néanmoins, si on essaie d'avoir une perspective un peu plus historique et qu'on regarde par rapport à ce qui s'est passé dans les années précédentes, on remarque que ces gains de pouvoir d'achat ne compensent pas pour le moment les pertes subies en 2022 et en 2023. Et on y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai des graphiques pour vous expliquer tout ça. Deuxième point important, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait une grande créativité, notamment dans les mesures périphériques. Donc, les entreprises ont fait preuve de beaucoup d'imagination dans ce qu'elles ont accordé aux salariés en termes de mesures accessoires. Et on le verra, on a des mesures pour la mobilité, le temps de travail, etc. Néanmoins, ces mesures périphériques, elles viennent souvent compenser des enveloppes d'augmentation en diminution, voire inexistantes. En effet, dans notre échantillon, donc des 630 entreprises, il y en a 33% qui n'ont tout simplement pas prévu d'augmentation. On a dans ces accords que des mesures périphériques, des mesures accessoires. Et c'est une part qui est en hausse par rapport à l'an dernier, et on y reviendra, je vous expliquerai ça plus en détail.
Troisième point à retenir, c'est bien qu'en recul, l'augmentation générale, donc l'augmentation collective versée à tous les salariés d'une certaine CSP, reste la pratique la plus répandue, que ce soit pour les cadres ou que ce soit pour les non-cadres en 2025. Néanmoins, si on regarde un petit peu sur une dynamique historique, on remarque que cette pratique est en recul depuis 2-3 ans et que la logique d'individualisation de la rémunération prend de plus en plus d'importance. Donc on a une baisse des augmentations générales et une hausse continue des augmentations individuelles. Quatrième point, on a remarqué qu'il y avait des dynamiques spécifiques qui se démarquaient, notamment dans certains secteurs d'activité. Donc il y a 2 secteurs d'activité qui se démarquent dans notre étude, ce sont les secteurs des médias presse et des services financiers, sont les secteurs qui distribuent les augmentations les plus importantes en 2025. Et vous le verrez, ce n'était pas du tout le cas l'année dernière. On y reviendra aussi. Et enfin, on a d'autres dynamiques qui nous ont paru un petit peu préoccupantes, un peu plus préoccupantes. C'est notamment la baisse du nombre d'accords NAO signés cette année par rapport à l'an dernier. Et Philippe mettra en avant 2 hypothèses pour expliquer cette baisse. Et enfin, la diminution du recours à la prime partage de la valeur. Et on y reviendra aussi. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Super. Alors, deuxième partie sur la méthodologie, afin que vous puissiez vraiment comprendre les résultats qu'on va vous présenter. Donc, on revient rapidement sur l'objectif de l'étude. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire en réalisant cette étude? On a voulu chiffrer les augmentations salariales négociées dans les entreprises pour l'année 2025. On a voulu évaluer la diversité des pratiques, augmentation générale, augmentation individuelle, talons, et notamment par taille d'entreprise, par secteur d'activité et au regard du contexte économique, notamment au regard de l'inflation. Et enfin, on a voulu définir et quantifier le recours aux mesures périphériques. Comment on s'y est pris? Au Centre d'études et data, le 7 janvier 2025, on s'est connecté sur le site internet Légifrance, qui est le site sur lequel on peut trouver tous les accords d'entreprise signés par les entreprises, et on a identifié tous les accords NAO portant sur l'évolution des salaires pour l'année 2025, signés entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024. Et on les a tous identifiés et on les a tous lus. On en a identifié 965, donc près de 1000. Et sur ces 965, donc on est sur une analyse exhaustive. On a vraiment pris tous les accords, on n'a pas fait d'échantillonnage. On a tous les accords qui étaient disponibles à ce moment-là sur Légifrance. Et parmi ces 965, on a pu en analyser que 630 parce qu'on en a environ 300 qui se sont révélés inexploitables. Pourquoi? Parce que soit les augmentations étaient floutées, soit les augmentations étaient en euros et nous on a pu uniquement garder des augmentations en pourcentage afin de pouvoir faire des comparaisons, soit en fait c'était pas forcément des accords à euros, mais ça se traitait d'autres sujets. Donc finalement, pour retenir, c'est qu'on est sur une analyse de 630 accords ANAO et c'est une analyse exhaustive de tous les accords ANAO disponibles au 7 janvier 2025. Deux petits mots sur l'échantillon. Donc, on est bien sur 630 entreprises et on a près de 400 000 salariés concernés dans notre étude. On a plusieurs secteurs d'activité. Comme vous pouvez le voir, les secteurs d'activité sont assez uniformes et représentent assez bien ce qu'on peut trouver dans l'économie française. On a de l'énergie, les médias, la métallurgie, l'agroalimentaire, etc. Et sur les tailles d'entreprise, on a des tailles très variées. La plupart de nos entreprises sont entre 50 et 1000 salariés. Mais c'est quelque chose qui est aussi représentatif de l'économie française. Petit point méthodologique, vous allez voir là pendant la présentation, on compare souvent nos résultats de 2025 aux résultats des années précédentes, parce que c'est la 4e année qu'on réalise cette étude. Donc en fait, on en profite pour comparer les augmentations moyennes sur 2025 à celles qu'on avait étudiées les 3 années précédentes. Vous verrez, il y a des références au NAO 2022, 2023 et 2024. Petit point méthodologique important à avoir en tête avant de continuer sur les résultats de cette étude, c'est que comme je le disais, donc on a étudié 630 accords pour notre analyse, mais sur ces 630, il y en a eu 419 qui contenaient des budgets d'augmentation non nus. Comme c'est ce que j'ai dit au début, en fait, on a 211 accords avec aucune augmentation de salaire, mais seulement des mesures périphériques. Donc, ça représente 33%, ce que je disais au début, de l'échantillon. Donc, ces accords, on les a vraiment mis de côté et on les a gardés pour l'analyse sur les mesures périphériques. Donc, vous le verrez là, tout au long
de l'étude, il y a deux styles de languettes. Il y a une languette bleue où en fait on a fait des statistiques sur les augmentations négociées, sur les pratiques salariales et les montants moyens. Donc là, on n'est que sur les 419 entreprises qui prévoient des budgets d'augmentation. Et sur les languettes noires, sur les mesures périphériques, on est sur toutes les entreprises de l'échantillon, donc 630 entreprises. Et enfin, un petit point, parce qu'on a regardé justement quelles étaient ces entreprises qui ne prévoyaient pas d'augmentation. Donc c'est plutôt des entreprises du secteur de la santé privée, de l'économie sociale et des transports. Et enfin, ce sont plutôt des petites entreprises, donc 50 à 90 salariés, peut-être des entreprises qui ont plus de difficultés économiques que des entreprises d'un peu plus de taille plus élevée. Et ensuite, on va enchaîner sur le contexte économique et politique. Comme vous le verrez, il y a des différences importantes entre cette année et les années précédentes. Donc, juste une note de contexte dans lequel ces NAO ont eu lieu. Le premier élément à retenir, c'est qu'on a une instabilité politique dans le pays qui peut peser sur, notamment, comme le disait Alice, la signature d'un certain nombre d'accords. Vous les connaissez, je ne vais pas vous les lister, mais parlons de la démission de gouvernement Barnier, des crises géopolitiques, et donc forcément, ça pèse sur la capacité des entreprises à distribuer les augmentations. Le deuxième point, depuis maintenant plusieurs mois, vous avez un contexte économique qui est dégradé. On voit la croissance du PIB se ralentir, et on voit à la fois qu'il y a un retournement de la chaîne de travail. Ça peut vous surprendre qu'on ait marqué que c'est la plus forte hausse du chômage, même si elle est stabilisée à 7,4%. Mais quand on regarde les variations d'un trimestre sur l'autre, c'est en effet une situation de hausse du chômage qui a été, je ne dirais pas brutale, mais qui a été plus massive que ce qu'on connaissait sur les périodes précédentes. Et ça, c'est un signe de dégradation du contexte économique. Si vous prenez par exemple le secteur de l'automobile, vous avez parmi nos clients, des personnes qui commencent à entamer le nombre de personnels intérimaires engagés dans leur site de production. Et ça aussi, c'est un signe de dégradation du contexte économique. Du coup, les conséquences, quelles sont-elles? D'abord, des difficultés pour les entreprises. Forcément, si le contexte économique se dégrade, les difficultés financières des entreprises s'accroissent. Vous avez vu dans la presse parler beaucoup de l'explosion des défaillances d'entreprises. Elles sont repassées au-dessus de la moyenne des 10 ans. La moyenne des 10 ans est autour de 61 000 à 62 000 par an. On vient de passer ce cap-là de la moyenne long terme, ce qui fait dire qu'il y a un risque de défaillance majeure du système et du tissu industriel en France. Quand vous regardez de plus près l'analyse, vous vous rendez compte que ça concerne beaucoup des petites entreprises. Donc, le tissu industriel, PME, ETI, grands groupes, il reste quand même solide. On a pratiquement 80 à 90% de ces défaillances qui concernent des entreprises de moins de 10 personnes. Du coup, il faut nuancer la situation, et vous verrez dans les chiffres que l'on va vous présenter, vous avez une situation qui est très différente selon les secteurs d'activité. Vous avez des secteurs qui ont beaucoup distribué, et au contraire des secteurs qui ont très peu distribué. Ça, c'est la première chose. Selon le secteur d'économie dans lequel vous vous situez, le secteur d'activité, la situation n'est pas la même. Deuxièmement, on voit que la désinflation, tout à l'heure, c'est plein qui a enregistré, Alice a dit que pour la première fois depuis 3 ans, on avait une hausse des salaires moyenne qui était supérieure à l'inflation. La désinflation a été, pour certaines entreprises, parce qu'elles ne l'ont pas pu le faire avant, un moyen de restituer du pouvoir d'achat aux salariés. Donc, on a des situations nuancées, si on fait l'analyse de ce cru 2025 en matière d'augmentation des salaires. Par contre, et c'était un point qu'a souligné tout à l'heure Alice dans la synthèse, un point qui est, lui, marquant, c'est le recul du nombre d'accords NAO signés. Si vous regardez sur la période, septembre-octobre 2020, vous voyez pour chacun de ces mois que le nombre d'accords signés est en recul par rapport à l'année 2023. Les chiffres en bleu clair. Et si on regarde plus particulièrement le mois de décembre, vous constatez que le recul est encore plus important. Or, le mois de décembre
correspond à la démission du gouvernement Barnier. Par ailleurs, on a fait cette hypothèse-là, c'est que ce recul, il est aussi lié à l'absence d'accord, peut-être, entre parties prenantes, c'est-à-dire représentants de la direction, représentants des salariés, et au non-aboutissement de la signature d'un accord d'ANRU. Tout à l'heure, Alice le faisait remarquer, 33% des entreprises n'ont pas d'accord ANRU. Donc, c'est une situation un peu particulière, vraiment nuancée. On va rentrer dans le détail au fur et à mesure, mais il faut garder ce contexte à l'esprit pour lire la suite des chiffres que l'on va vous présenter. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et on va parler des pratiques d'augmentation. Peut-être pour vous aider à lire ces graphiques, on vous a représenté donc parmi les 419 entreprises qui prévoient des budgets d'augmentation nulle, la part des entreprises qui prévoient des augmentations générales au cadre et au non-cadre, et ici les augmentations individuelles pour les cadres et pour les non-cadres. Sur cette diapositive, il y a 3 éléments qui nous semblent importants. Le premier élément, c'est que, comme je disais pour la synthèse, l'augmentation générale reste la pratique la plus répandue dans notre échantillon. En effet, en 2025, si on avait en 2025, on a 78% des entreprises qui prévoient une augmentation générale pour les non-cadres et 61% des entreprises qui prévoient une augmentation générale pour les cadres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette pratique d'augmentation générale est en diminution par rapport aux années précédentes. Donc, on a comparé les NAO 25 aux NAO 24, 23 et 22. Et ce qu'on peut voir, c'est que par rapport aux NAO 23 et 24, ce sont des NAO qui se sont négociés pendant une période fortement inflationniste. Ces augmentations générales sont en diminution. Pas le montant, la part des entreprises qui prévoient une augmentation générale. Pourquoi? Parce que pendant la période inflationniste, en fait, il y a eu vraiment un retour à cette pratique qui avait été un petit peu délaissée, notamment au profit d'une tendance de long terme d'individualisation de la rémunération. Et en fait, les entreprises, comme elles ont vu cette inflation très importante, elles sont revenues sur ces augmentations générales et elles ont rajouté aux augmentations individuelles une couche d'augmentation collective pour protéger les salariés de cette inflation galopante. Et ce qu'on voit en 2025, c'est que les entreprises réduisent un petit peu, justement, avec la baisse de l'inflation, elles réduisent cette pratique d'augmentation collective des salaires. Et du côté des augmentations individuelles, ce qu'on remarque, c'est qu'elles restent à un niveau très élevé, notamment si on compare à la période pré-inflationniste, on est sur une hausse des augmentations individuelles. Donc, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que cette tendance de long terme d'individualisation de la rémunération est toujours en cours, se poursuit, notamment pour les non-cadres. En 2022, il n'y en avait que 38% qui avaient une augmentation individuelle, et on est passé à 48%. Donc, moins d'augmentation générale et davantage d'augmentation individuelle. Donc, ça invite les entreprises à réfléchir aussi aux objectifs qu'elles fixent aux salariés qui permettent justement de répartir ces augmentations individuelles et d'évaluer la performance de ces salariés. Donc, les objectifs soient clairs, précis et atteignables. Maintenant, on va parler des pratiques d'augmentation. On va vous montrer nos statistiques moyennes sur les montants accordés. Si on regarde les statistiques moyennes entre augmentation générale versus augmentation individuelle, on retrouve un équilibre que vous connaissez déjà. On privilégie plus les populations ouvrières par rapport aux populations cadres. Et pour cette année, on constate que les ouvriers reçoivent en fréquence plus d'augmentation générale que les cadres et pour des montants plus importants. Vous l'avez ici par rapport à la moyenne. Donc ici, augmentation générale représentait 1,87% d'augmentation du salaire. Vous avez les cadres qui ont bénéficié à 1,73% et les ouvriers employés qui ont bénéficié à hauteur de 2,01% en moyenne. Néanmoins, vous notez que la discrimination n'est pas si forte que ça. Hein. On est à 0,3. Si on regarde maintenant les augmentations individuelles, c'est l'inverse. Même chose, vous y êtes habitués. On privilégie plus une augmentation individuelle pour les cadres qui bénéficient moins de l'augmentation générale. Et à l'inverse, c'est une pratique moins courante dans les populations ouvrières et dans les industries. On retrouve cela, vous avez juste, c'est pas très différent des années précédentes, vous avez juste ici la donnée de référence, donc les montants moyens et pour chacune des populations, le pourcentage moyen affecté à la population.
Si on regarde maintenant l'augmentation totale, 2,27% en moyenne, donc supérieure à l'inflation moyenne, avec par catégorie une moyenne de 2,21 pour les cadres et qui va à 2,34 pour les ouvriers. Là aussi, vous voyez que la discrimination, elle n'est pas aussi importante qu'on pourrait le penser. Et si on regarde comment cela a été fait, c'est-à-dire la dispersion, vous vous rendez compte que, alors, on ne va pas trop s'attarder sur le graphique, mais juste quand même. Vous avez le triangle qui représente la moyenne, vous avez le petit trait qui représente la médiane, et vous avez ce carré qui représente le quintile. Si vous regardez, c'est écrasé. C'est-à-dire que vous avez 3/4 des entreprises, puisque le troisième quartile, c'est 75% de l'échantillon, qui sont extrêmement près de la moyenne. Donc, les entreprises qui ont distribué plus que 3%, et la liste va vous donner les chiffres exacts, plus que 3%, c'est une exception extrêmement faible cette année. La pratique a été une concentration sur des taux qui oscillent entre 2,20, alors on prend les cas de 2,20 et 3 pour 65% de l'indice. Donc ici, on vous a représenté la distribution de ces hausses de salaire négociées en 2025 par tranche. Donc pour vous aider à lire le graphique, par exemple, si on se concentre sur cette tranche, ça veut dire qu'il y a 25,3% des entreprises de l'échantillon qui distribuent tous ces CSP confondus entre 2 et 2,5. Donc si on regarde un petit peu et qu'on prend la hauteur, et qu'on regarde en fait quelles sont les pratiques les plus courantes dans notre échantillon, on se rend compte en additionnant ces trois histogrammes qu'il y a plus de 60% des entreprises en 2025 qui distribuent entre 1,5 et 3%. Donc ça peut être un chiffre important à reprendre pour vos négociations, pour vous positionner, pour savoir comment vous vous situez par rapport aux entreprises qui ont déjà négocié les salaires pour 2025. Donc on verra environ 3% au-dessus de 4%, et en dessous d'1%, on a 2%. Voilà, donc c'est ce que disait Philippe, on est vraiment concentré autour de entre 1,5 et 3. Voilà, il y a peu de dispersion, il y a beaucoup de concentration autour de la moyenne, autour de la médiane. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les résultats de 2025 aux résultats des anciennes analyses. Donc on a bien ce 2,27 qui est vraiment le chiffre important de notre étude, c'est la moyenne des augmentations pour 2025. Qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à 2023 et 2024, c'est qu'on est sur une diminution des budgets. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, j'y reviendrai. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en 2025, on est à 2,25, on est en dessous de 2023. Le deuxième point. Donc, comment on peut expliquer cette baisse des augmentations négociées dans les entreprises? Peut-être par trois facteurs. Le premier facteur, c'est le net ralentissement de l'inflation. Et comme vous le verrez après, vraiment, l'inflation, c'est le référentiel clé dans les NAO. Donc, ça compte énormément sur les budgets négociés dans les entreprises. Deuxièmement, on en parlait en introduction, la dégradation de la conjoncture économique, les difficultés financières, économiques pour les entreprises, carnet de commandes, etc. Et l'instabilité politique et l'instabilité notamment sur la fiscalité qui va peser sur les entreprises pour l'année 2025, qui a fait que les entreprises n'ont peut-être pas pu s'avancer autant qu'elles l'auraient espéré. Et qu'est-ce qu'on a remarqué aussi dans les accords NAO, c'est cette année en particulier, notamment par rapport aux autres années, il y a énormément d'entreprises qui, dans leurs accords NAO, justifient cette baisse des budgets en mettant en avant l'inflation sur les coûts, les difficultés économiques, etc. Et donc là, on vous a mis 2-3 exemples. C'est vraiment quelque chose qui nous a frappé à la lecture des accords NAO. Il y a beaucoup plus de justification, en tout cas en préambule, souvent, de l'accord. Ici, petit focus sur les talons. Donc les talons, je ne sais pas si tout le monde maîtrise cette notion, mais juste pour y revenir très rapidement, c'est en fait le montant minimum d'augmentation en euros qui est associé à une augmentation en pourcentage. Donc par exemple, une entreprise va négocier un budget de 2% pour tous les salariés avec un talon de 50 euros. Donc ça veut dire que tous les salariés devront avoir au minimum 50 euros. C'est une mesure qui permet de protéger notamment les bas salaires de l'inflation. Donc c'est une mesure vraiment favorable pour les bas salaires,
Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans notre étude? C'est qu'en 2025, on a seulement 10% des entreprises qui prévoient un talon pour un montant moyen de 49 € brut par mois. Alors qu'en 2023, période fortement inflationniste, il y avait 17% des entreprises qui prévoyaient un talon pour un montant moyen de 103 € par mois. Donc, on a quand même un montant divisé par 2. Et là, on vous a mis, d'ailleurs, vous allez avoir le support, on vous a mis les différences par secteur d'activité en termes de montant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petit point sur l'inflation. Donc, ce qu'on a fait sur ce graphique, c'est qu'on a reconstitué la série sur les augmentations moyennes négociées dans les entreprises avec toutes nos 4 études NAO. Donc, on a commencé nos études NAO en juin 2021. Donc, ça nous permet d'avoir une vision de ces augmentations moyennes négociées dans les entreprises sur plus de 4 ans. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé comment ça évolue par rapport à l'inflation. Donc, premier point important, c'est qu'on voit qu'il y a une corrélation quand même très nette entre les budgets négociés dans les entreprises via les accords NAO et l'inflation en glissement annuel. Donc là, c'est pas la moyenne annuelle, c'est chaque mois on regarde le niveau d'inflation en glissement annuel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, premier élément important de cette diapositive, c'est que l'inflation est un référentiel clé pour les négociations. Il y a une corrélation extrêmement forte entre l'inflation, mais du moment de la négociation, parce que là, c'est les augmentations par date de signature. Donc, au moment de la négociation, on voit qu'il y a un impact très fort de l'inflation sur les budgets négociés. Qu'est-ce qu'on peut remarquer entre 2022 et 2024? On voit qu'il y a une corrélation importante, néanmoins, les augmentations sont inférieures à l'inflation. On voit qu'elles suivent l'inflation, mais elles n'atteignent pas l'inflation. Qu'est-ce qu'on observe depuis depuis même janvier 2024? On a encore cette corrélation, mais on a une inversion. Pour la première fois, les augmentations commencent à dépasser l'inflation. Et là, si on se concentre sur l'échantillon qu'on a étudié là, pour les NAO 2025, donc c'est les accords signés entre septembre 2024 et décembre 2024, on voit qu'on est donc sur une moyenne à 2,27 et on est à une inflation du moment entre 1,2 et 1,3%. Donc, sur notre échantillon, on est à plus 1 point par rapport à l'inflation du moment sur les augmentations. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je donnais en synthèse. C'est la première fois depuis même 3-4 ans que les augmentations sont nettement supérieures à l'inflation du moment de la négociation. La pression sociale pour restituer des gains perdus avant vous a pas échappé. Elle a fait l'objet d'articles dans la presse. Vous le savez dans vos entreprises. Et c'est un sujet qui était devenu récurrent. C'est-à-dire les entreprises étaient pointées du doigt comme n'ayant pas comblé la perte de pouvoir d'achat que les salariés subissaient face à une période d'inflation. Mais comme le montre Alice, c'était déjà quelque chose installé depuis plusieurs années, et pas simplement que sur les derniers mois. Je pense et nous pensons que c'était devenu un sujet trop politique qui pouvait créer des mouvements sociaux importants et qui pouvait emmener les salariés soit à manifester un mécontentement important, généralisé, soit à quitter l'entreprise. Donc, la régulation se fait aussi de cette manière. Mais néanmoins, les gains de pouvoir d'achat qui ont été distribués donc, aux salariés pour les NAO 2025, pour le moment, ne sont pas suffisants pour compenser les pertes de pouvoir d'achat subies par les salariés sur les 2-3 dernières années. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu ce graphique et pour vous aider à le comprendre, ici, on vous a représenté donc l'inflation comme sur la diapositive précédente, en glissement annuel depuis juin 2021, en pointillé noir. En violet, on a les salaires négociés dans les entreprises, donc c'est exactement comme le graphique d'avant, sauf qu'en fait, on n'a pas d'histogramme, mais une courbe. Et on a calculé un nouvel indicateur en noir ici, c'est ce qu'on appelle l'indicateur du salaire réel. Donc le salaire réel, c'est tout simple, c'est le salaire nominal négocié par les entreprises auquel on soustrait l'inflation. Donc, si le salaire réel est négatif, si le salaire réel diminue, ça veut dire qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat, donc c'est ce qui est représenté sur les aires rouges. Et si le salaire réel augmente, c'est qu'il y a des gains de pouvoir d'achat.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut observer sur ce graphique? C'est que ces gains de pouvoir d'achat qui ont commencé, bon là il y a une petite phase, qui ont commencé début 2024, ils ne sont pour l'instant pas suffisants pour compenser cette ère en rouge. L'ère verte est inférieure à l'ère rouge. Néanmoins, si on regarde les prévisions d'inflation pour 2025 de la Banque de France, on serait autour de 1,6%. Et si les entreprises continuent tout au long de l'année 2025 à verser des augmentations autour de 5-3%, alors tout au long de l'année, il pourrait y avoir enfin cette compensation des pertes passées. Et pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans le futur. Et une petite discrétion, actuellement, vous voyez de plus en plus des salariés, des syndicats réinterroger la répartition entre le salaire, entre le travail et le capital. Ça devient de plus en plus fort, notamment avec les montants des dividendes distribués. Elle est liée à cette situation sur le long terme. C'est-à-dire que vous avez, de la part des salariés, comme acteurs économiques, un sentiment de ne pas récupérer des gains de pouvoir d'achat perdus dans les années passées. Donc, ces phénomènes-là sont aussi liés sur les tendances de long terme. Et cette réinterrogation du sujet de partage de la valeur entre capital et travail, il est aussi lié à cette situation-là que l'on vit dans les entreprises depuis maintenant. En moyenne, encore une fois, bien sûr, hein, peut-être pas dans votre entreprise, mais en moyenne sur l'analyse des accords que l'on fait. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est un petit pas de côté pour s'intéresser à l'évolution des salaires négociés dans les entreprises et l'évolution du SMIC. On a essayé de regarder la corrélation entre hausse du SMIC, hausse des minima dans les branches et évolution des salaires négociés dans les entreprises. Donc, on vous a représenté ici le SMIC en pointillé. En jaune, on a l'évolution des minima dans les branches. Et en rouge bordeaux, c'est notre série, les salaires négociés dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la hausse du SMIC, elle se diffuse petit à petit, d'abord au minima dans les branches, et ensuite aux salaires négociés dans les entreprises. On voit que la hausse du SMIC ici, qui s'explique par la hausse de l'inflation à cette période, donc on est fin 2021, elle se diffuse au salaire minima dans les branches, puis ensuite au salaire minima dans les entreprises. Donc il y a une corrélation qui est quand même assez forte entre SMIC, salaire de branche et salaire d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2024? Il y a eu une hausse du SMIC. Donc ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'on peut s'attendre en 2026 à ce que cette hausse du SMIC se diffuse progressivement au salaire de branche et ensuite au salaire dans les entreprises. Donc une augmentation moyenne en 2026, possiblement supérieure à celle de 2025. Supérieure à 2,27 si vous avez retenu tous les chiffres. Ce qu'on a fait dans cette diapositive, c'est qu'on a regardé les augmentations moyennes distribuées par secteur d'activité. Donc là, il y a plusieurs informations. Donc, on retrouve notre moyenne à 2,27. Elle est tracée ici. Pour l'année 2025, ce sont les histogrammes qui sont pleins et 2024, les histogrammes non pleins. Donc, on a notre moyenne à 2,27 en 2025. Quels sont les secteurs actuellement qui distribuent le plus, en tout cas dans notre échantillon? Comme je le disais en introduction, il s'agit des secteurs médias, presse et services financiers, mais on a d'autres secteurs qui se démarquent par des augmentations supérieures à la moyenne, la construction, l'énergie chimique et la métallurgie. On a des secteurs qui distribuent moins, en tout cas en 2025, santé privée, agroalimentaire, économie sociale, commerce, SS2I, télécom et transport. Donc ça, c'est vraiment la photographie sur l'année 2025. Et si on regarde par rapport à 2024, on remarque que le classement n'était pas vraiment le même, que ces deux secteurs, services financiers et médias presse, versaient des augmentations très faibles par rapport à la moyenne. Donc la moyenne l'an dernier, c'était 3,5%. Donc ils étaient à 2,9 et 2,80. Et on avait vraiment 3-4 secteurs qui distinguaient l'année dernière: la construction, l'énergie chimique, la métallurgie et les transports, avec des augmentations presque à 4%. Donc, ce qu'on a mis en avant ici dans cette diapositive, c'est que ces deux secteurs, services financiers et médias presse, ont opéré un repositionnement notable par rapport aux autres secteurs,
peut-être avec un besoin de rattrapage, parce qu'ils ont peut-être compris qu'ils étaient en dessous des autres secteurs. Donc là, on a un rattrapage et ils se retrouvent actuellement parmi les 2 secteurs versant des augmentations les plus élevées pour les salariés. On a également regardé s'il y avait un impact de la taille des entreprises sur les budgets accordés. Donc là, vous voyez, on a classé les entreprises par taille, donc moins de 50 jusqu'à 2000 et plus, et on a regardé les budgets. On voit une courbe plate, donc il n'y a pas du tout d'effet de la taille sur les budgets négociés, mais néanmoins, cette absence d'effet, elle peut s'expliquer par notre méthodologie, parce que nous, comme vous l'avez dit en introduction, on est vraiment sur les accords NAO, et on peut avoir des accords d'établissement ou d'accords d'entreprise petite taille qui appartiennent à des grands groupes. Donc on a ce biais méthodologique qui peut expliquer justement cette absence d'effet, parce qu'on estime que quand même il doit y avoir un effet de la taille sur les augmentations négociées. Donc voilà, le ça on vous l'a quand même mis, mais c'est à prendre un peu avec des pincettes, parce que ça peut s'expliquer par un petit biais méthodologique qui est le fait de partir des accords d'établissement et d'entreprise. On s'est intéressé aux mesures périphériques également. On nous en a parlé en introduction. Nous avons, sur l'analyse, nous avons fait une synthèse de ces mesures périphériques et on a détaillé chacune d'entre elles. Ce qu'on vous propose, c'est, si vous n'avez pas de questions ou de réactions, on les détaille. Si vous avez des questions et si on a des questions à distance, on y répond. Mais on s'arrêtera là si le temps imparti ne le permet pas. Qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez 5 mesures qui sont dans les premières à être utilisées comme mesures périphériques. L'inversement de primes diverses qui pèse pour 50% dans le total. Les avantages en repas, la fameuse PPV, prime de partage de la valeur, des mesures nature, et pas des mesures financières, notamment sur le rééquilibrage du temps de travail en personnel, et enfin des primes de mobilité qui sont notamment été très incitatives, enfin très incitées par les mesures gouvernementales. Si on les regarde en montant, ça donne quoi? Le montant des primes diverses est de l'ordre de 553 € en moyenne. Le montant de l'augmentation moyenne du ticket restaurant, 1,5 €, portant la valeur du ticket restaurant en moyenne cette année à 10 €. Le montant de la PPV, 660 €. 21% de ces entreprises l'accordent. C'est un bilan nuancé, mais c'est déjà quand même 21% qui ont eu recours à ce nouveau dispositif. Et ensuite, congé supplémentaire, 1,5 jours en moyenne. C'est assez important quand on regarde par rapport à... Ça fait 5% d'un budget moyen de congé. Donc c'est une mesure en nature finalement assez valorisée. Et enfin, les montants des primes de mobilité, donc la prime de transport qui se situe à 317 € par an et le forfait de mobilité durable à 374 € par an. Si on prend les autres, on y va assez rapidement. Prise en charge donc, du budget ASC 0,77% avec un abonnement exceptionnel moyen de 28 200 €. Mutuelle, le taux moyen s'établit à 69,2%, le taux moyen de prise en charge par l'employeur, avec une hausse de 9,9 points cette année. Et enfin, les mesures d'égalité professionnelle qui arrivent en fin de peloton, si je peux le dire comme ça, avec 0,29% de la masse salariale, au sens de l'enveloppe moyenne, mise pour rééquilibrer les salaires, la disparité des salaires, représentant une enveloppe moyenne de 105 000 €. Donc, je le dis, elle arrive en queue de peloton, mais ça reste des montants qui sont sensiblement importants, d'autant plus que c'est une moyenne, ce qui veut dire qu'il y a des entreprises qui en ont fait beaucoup et d'autres qui n'ont rien fait forcément, parce que c'est toujours la moyenne. Voilà. Oui, les mesures sportives, elles viennent en substitution, en complément des NAO. Elles viennent en complément des NAO.
Vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Vous voulez qu'on passe un peu sur l'enveloppe, c'est-à-dire sur la slide précédente, l'analyse que fait le DRH avec son DAF, hein, c'est chargé, non chargé. Oui, le ticket restaurant en termes de pouvoir, c'est la plate. Oui, alors que faire la prime, bien sûr. Voilà. Et je me souviens plus, la PPV, c'est socialisé, mais pas fiscalisé, que j'ai un peu de mémoire. La PPV, la prime de partage de la valeur est socialisée, mais pas fiscalisée. Oui, ça va montant. Le montant moyen qu'on donne là, il est pas fiscalisé. Les champs à distance. Oui. À quoi ressemblent les clauses sur l'égalité femmes-hommes? Les enveloppes moyennes, les clauses, c'est pas des clauses, les enveloppes moyennes, c'est le montant affecté à au rééquilibrage du salaire des femmes par rapport au salaire des hommes. Donc on va augmenter, on décline l'enveloppe pour que la discrimination en matière d'augmentation moyenne des salaires soit plus favorable aux hommes qu'aux femmes, excusez-moi, qu'aux hommes. Sur le budget aussi, donc, il y a des entreprises. Il y a des entreprises qui prévoient des mesures plutôt financières et il y a d'autres entreprises qui prévoient des mesures plutôt qualitatives sur l'égalité femmes-hommes, donc par exemple des plans d'action, des suivis d'indicateurs, etc. On a vraiment deux types de mesures. Soit c'est des enveloppes ou un budget débloqué en pourcentage de la masse salariale, soit des mesures plutôt qualitatives de suivi de ces écarts. Donc il y a 78% des entreprises parmi les 6% qui prévoient des mesures financières. Le reste, c'est des mesures non financières. Et ici, on vous a mis des exemples pour vous donner des idées de ce qui peut se faire dans les accords NAO sur la question de l'égalité professionnelle. Oui. Je peux avoir une précision sur la mutuelle, le nombre de la mutuelle, c'est bien 70% de la cotisation en charge par les entreprises. Oui. C'est bien ça. Oui. En moyenne. En moyenne. C'est vrai, mais merci. Je pense que c'est important. C'est 70%, mais par rapport aux accords NAO. Oui. Oui. C'est là, et ça veut dire que. C'est 70%. Oui. Non, c'est pas du tout la prise en charge moyenne en France, voilà, chaque produit. C'est dans les accords NAO et c'est parmi les entreprises qui mentionnent la mutuelle. Parce qu'on a des accords NAO où il n'y a pas de mesure pour la mutuelle et on n'a pas pu prendre le montant moyen de prise en charge. Donc c'est parmi les entreprises qui prévoient des mesures pour la mutuelle. Le montant moyen de prise en charge est 69,9%. Mais il y a plein d'entreprises, mais il n'y en avait que 7%. Des entreprises de notre échantillon qui prévoyaient des mesures. Donc, parmi ces 7%, on est à 69. Donc, si ça vous intéresse, on a des chiffres sur le montant moyen en France. Ils sont beaucoup plus proches de 50, 60%, entre 50 et 60%. On a une autre question encore à distance. Avez-vous analysé uniquement les accords NAO, car souvent les dispositions de l'intéressement, participation, etc. sont dans des accords spécifiques, surtout avec la dernière jurisprudence ne retenant pas les exos pour les mesures d'intéressement dans un accord NAO. Oui, on s'est uniquement concentré sur les accords NAO. Donc, il y en avait 5% avec des mesures sur l'intéressement participation, notamment des mesures d'abondement, etc. Mais en fait, tout ce qui est intéressement participation, ça se traite généralement dans des accords à part. Donc, nous, on s'est juste concentré sur les accords NAO et là, ce qu'on met en avant, c'est qu'il y a 5% des entreprises qui prévoient des mesures sur l'intéressement participation dans les accords NAO. Et on a vu énormément d'entreprises qui prévoyaient, qui parlaient de l'intéressement, qui rappelaient qu'il y avait un intéressement, une participation versée, mais sans mettre en avant des mesures concrètes. Là, c'est vraiment des abondements ou des augmentations, des suppléments d'intéressement. Mais sinon, il y a énormément d'entreprises qui mentionnent juste le fait qu'il y a un accord d'intéressement ou une participation des produits. Encore une autre question. En quoi consiste l'abondement exceptionnel pour le budget ASC des CSE? L'abondement exceptionnel, on augmente, c'est l'augmentation du budget de activités sociales et culturelles, c'est-à-dire dans les accords NAO, les entreprises prennent l'engagement d'abonder soit sur certaines mesures
certaines prestations offertes aux salariés, soit sur le budget global. Et soit c'est un pourcentage de la masse salariale, soit c'est une enveloppe. Soit c'est non. C'est pour ça qu'on a deux chiffres. On a 0,77% pourcentage de la masse salariale et si on dit une enveloppe, c'est 28 000 euros. Mais on a vraiment des entreprises de taille très diverses, donc 28 000 euros, voilà. C'est mieux que le pourcentage de la masse salariale. Alice le disait en début, en synthèse, cette année, il y a eu une créativité importante pour, je dirais, en plus de la NAO qui était en retrait dès le début par rapport aux années précédentes, pouvoir continuer à distribuer sous d'autres formes des avantages, soit financiers, soit des avantages en nature. Donc on voit cette année une certaine créativité dans les accords pour pouvoir compenser ce qui n'est pas donné en salaire, du fait du contexte qu'on avait rappelé en introduction de cette étude. Et somme toute, c'est une situation assez normale. On peut, si cela vous intéresse, on peut passer l'analyse des mesures périphériques, sauf si vous avez des échanges ou peut-être des témoignages à apporter, des exemples de ce que vous avez fait, de ce que vous avez vécu, des remarques. Non? Alors, du coup, on vous propose de dérouler les différentes mesures. Donc, si on prend, on le redit, sur les accords étudiés, la moitié des entreprises prévoyaient une prime de partage de la valeur. Au moins mesure sur les primes. Pardon, là, c'est hors. Oh, pardon, excusez-moi. Au moins une mesure sur les primes hors PPV, excusez-moi, pardon. Et ces primes ponctuelles, donc vous avez la liste ici. Vous avez des primes d'assiduité pour 12%, des primes de conditions de travail pour 21%, des primes de cooptation de tutorat pour 5%, des primes d'ancienneté ou médaille de travail pour 28%, des primes d'équipement 7%, et puis toutes les autres primes qu'on n'a pas pu recenser parce qu'elles étaient très diverses ou avec des appellations qui ne sont pas classifiables, qui ne sont pas classifiables, et celles-ci aboutissant donc, on vous le disait, à une moyenne de 553 €. Si on prend des exemples, vous prenez une PME du transport, à compter du 1er janvier, je lis parce que c'est en petit, à compter du 1er janvier, la prime anniversaire d'ancienneté des 25 ans sera revalorisée de 1 200 € brut à 1 500 € brut pour les salariés atteignant les 25 ans d'ancienneté après l'entrée en vigueur du présent accord collectif. Voilà un type de prime hors PPV. La PPV, montant moyen 660 €. Vous voyez qu'elle est en décroissance. Elle a connu un succès, certains ont dit relatif, néanmoins, si on prend 2023, on avait quand même 38% des entreprises qui accordaient une prime de partage de la valeur. C'était pas relatif, c'était quand même déjà un bon échantillon d'entreprises présentes. Par contre, vous voyez, ça s'est réduit pour à la fois en pourcentage d'entreprises présentes, mais également en montant, puisqu'on est passé à 2 fois moins en termes de montant moyen. Et notre analyse, c'est que on peut s'attendre à un recul de la PPV avec la redondance des dispositifs d'intéressement, de participation, qui font l'objet à nouveau d'un certain regain, et puis de réforme de la façon de le faire. Là, on vous a mis aussi par secteur d'activité le montant moyen et les taux de recours en dessus. Donc, les secteurs qui distribuent le plus de primes sont les médias presse, papier carton, économie sociale, pour des montants autour de 500-700 €. Et ici, on a commerce, énergie, chimie, construction. Il y a moins de distribution, par contre, les montants sont un peu plus élevés. Mesure du temps de travail, 22% des entreprises, avec réduction donc, du temps de travail, qui permet de calculer les fameux 1,5 jours en moyenne. Vous avez
pour en termes de répartition de congés d'ancienneté, les jours offerts à tous, les congés événements familiaux, les jours des marches, et puis l'arrivée des congés menstruels qui représentent que 5% pour le moment. Et si on prend un exemple d'une TI du commerce, la direction accepte la demande d'une journée par mois offerte par l'employeur aux femmes salariées porteuses d'endométriose reconnues par certificat médical. Aménagement et valorisation du temps de travail. Donc là, ce n'est pas des jours de congé, c'est juste l'aménagement. Donc, monétisation des jours de repos, la première. Fin de carrière, valorisation financière ou limitation des temps supplémentaires dans le cas des horaires décalés, réorganisation du temps de travail et temps partiel choisi. Un exemple, reconduction pour 1 an de la semaine de 4 jours pour le personnel de production lors des semaines complètes à 35 heures. Horaire 7h30 midi, 13h, 17h15, PME de la métallurgie. Troisième exemple, équilibre de vie des salariés. Vous avez donc des mesures multiples, là encore une fois, beaucoup de créativité, et c'est sûrement le champ où vous retrouvez des choses très variées qui vont des cartes cadeaux et chèques vacances, du CESU, de la mise en place de cellules d'écoute psychologique, des primes d'événements familiales, de forfaits sport, et puis d'autres activités offertes. Et si on prend un exemple d'une ETI de la construction, les femmes, dans le cadre d'un retour à l'emploi à la suite de leur congé maternité, bénéficieront désormais d'un temps partiel temporaire de 80% les 4 semaines suivantes de reprise d'activité effective payée 100%. Les mesures liées à la mobilité, c'est 21% des entreprises. Donc, aussi à l'initiative des dispositions gouvernementales, donc instauration ou renouvellement du forfait de mobilité durable, ça reste 8,9% des accords, la prime carburant, la revalorisation des abonnements au transport public, et puis toutes les autres mesures. Donc, je ne reviens pas, on a parlé de 317 € pour la FMD, 314 € pour la prime carburant moyenne par an, et 71 € de taux moyen de maîtrise en charge des transports en commun. Une petite question à distance. Est-on certain que toutes les mesures évoquées sont clean par rapport à l'URSSAF? Les termes employés. Alors, je ne sais pas répondre à oui, il n'y a pas de raison. L'équation, de toute façon. Nous n'avons pas de raison de douter, notamment d'accords NAO déposés et signés. Et ces mesures-là, de toute façon, l'URSSAF est extrêmement regardant. La plupart des entreprises font l'objet de contrôle. Et donc, je pense que les entreprises qui s'engagent sur ces mesures périphériques le font de façon extrêmement sérieuse. La personne a précisé exemple, forfait sport, chèque vacances, etc. Je pense que c'est ça qui parle. Elles sont encadrées. Ce sont des mesures qui sont encadrées. Donc, ça devrait normalement être utile. Pour prendre le cas. 22% des entreprises, des accords étudiés, ont revalorisé leur ticket restaurant et 7% augmentent la prise en charge mutuelle. On ne va pas trop s'attarder parce que le temps passe, on en a parlé tout à l'heure. Et enfin, les entreprises, même chose, on ne va pas trop s'y attarder parce que nous y avons répondu lors de la question. C'est 15% de ces entreprises qui ont augmenté leur participation au budget ASC dont bénéficient les salariés. Enfin, donc 6% des entreprises. Oui, vas-y. Non, c'est juste qu'on l'avait fait. On a vu le télétravail. Il y a seulement 3% des entreprises qui abordent le télétravail. On a quelques mesures sur l'augmentation du nombre de jours, sur la revalorisation de la prime télétravail. Et là, on vous a mis des exemples de pratiques qu'on a pu trouver dans nos accords. Et voilà. Et après, il nous reste juste la partie sur les suppléments d'intéressement participation. Donc, ça ne représente que 5%. Donc, c'est ce que je disais, c'est vraiment des mesures concrètes sur l'intéressement à la participation. Donc, c'est plutôt des suppléments. Donc, on a soit des suppléments
sur l'abonnement, sur l'intéressement ou des suppléments. Ah oui, ça c'est les deux. Donc soit des suppléments d'abonnement, soit des suppléments d'intéressement en participation. Et voilà. Et là, on vous a mis 4 exemples de politiques salariales qu'on a pu trouver dans nos accords étudiés. Donc là, ce sont des exemples qui combinent des augmentations plutôt élevées par rapport à la moyenne et quelques mesures périphériques. Donc c'est juste pour donner des idées. Voilà. Donc, dans la construction, la métallurgie ou les SS2I, télécom. Et ici, voilà. Il est 18h26. On a fait en sorte de tenir en 1 heure. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous vous remercions. Pour ceux qui sont présents avec nous, on a un petit cocktail à vous faire partager. Et pour ceux qui sont présents à distance, merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous proposons de nous arrêter là. Et nous vous adressons l'étude complète. Donc ici, vous avez eu une synthèse. Il y a un certain nombre de détails supplémentaires qui auraient été un peu longs à présenter dans un format comme celui-là. Le but était de pouvoir passer l'intégralité de l'étude en 1 heure. Nous vous l'adressons avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de éventuellement réactions et partage d'expérience. C'est aussi intéressant pour vous.